Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Lorenzo Vinciguerra dans ce séminaire, un ami de longue date. Et donc Lorenzo Vinciguerra, une très brève présentation, est donc de nationalité à la fois italienne et française, et il est professeur de philosophie, voilà, c'est ça, et d'esthétique à l'UPJV, c'est-à-dire l'université de Jules Verne, d'Amiens, et directeur du centre de recherche en art et esthétique EA 4291. Donc, je ne vais pas retracer ta carrière parce qu'on a perdu du temps et je préfère en venir directement à tes publications. Donc, c'est un spécialiste reconnu de Spinoza. Je vais citer quelques. Donc, Lorenzo anime aussi un séminaire à l'EHESS d'anthropologie générale avec Jean Jamin et François Flao. Il est actuellement en délégation au CNRS pour un an, peut-être on verra bien. Ah mais oui, enfin je dis ça quand même, c'est plus que très clairement. Et donc ces ouvrages principaux, je vais en citer quelques-uns, donc apparaître, et c'est ce qui fait l'actualité de la séance d'aujourd'hui, hein, Spinoza et les arts, hein, je te confirme, là, qui est avec Pierre-François Moreau et qui sera les actes d'un colloque Spinoza et les arts qui avait été organisé à la Sorbonne et la ENSBA. C'est l'école des Beaux-Arts de Paris. L'école des Beaux-Arts de Paris, voilà. Donc Carmen d'ailleurs, qui est élève de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et, alors, il y a aussi un livre à paraître, hein, je ne l'ai pas vu paru, donc je pense qu'il est toujours à paraître, L'étonnement, histoire d'une passion. Ah oui, ça c'est une histoire. D'accord. C'est un ouvrage sur la direction. Donc, je cite quelques titres publiés par Lorenzo Vinciguerra. Pour parler au pluriel entre art et philosophie, image et langage chez Gilles Deleuze, sous sa direction, avec F. Bourlet, je sais pas qui c'est, François, à Reims, au Presse Universitaire de Reims. Donc, le livre pour lesquels il est particulièrement connu dans la milieu spinoziste, c'est Spinoza et le signe, la jeunesse de l'imagination chez Vrin en 2005, mais qui a été, je pense, la sémiotica de Spinoza que tu fais paraître en 2012 avec aux éditions ETS à Pise. C'était inspiré de sa thèse, c'est un chose quelque chose. Oui, c'est une reprise un peu différenciée. L'œil et l'esprit, Merleau-Ponty entre art et philosophie, c'est un colloque sous sa direction, un collectif. Et aussi, on peut signaler donc un volume sur Spinoza chez Hachette en 2002, et puis des actes d'un colloque auquel j'avais participé, dont je me souviens avec un grand plaisir, qui était Quel avenir pour Spinoza à Grenoble, donc l'enquête sur les spinozismes à venir, sous la direction de Lorenzo Vinciguerra. Donc, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce thème si intéressant et en même temps si énigmatique d'une certaine façon, et le corps glorieux des arts d'après Spinoza, relation corps-esprit. Et donc, je te laisse immédiatement la parole. Je te remercie d'être venu parmi nous. Bien, merci Charles. Et donc, à mon tour, j'ai le plaisir, la joie d'être ton invité, d'être parmi nous ce soir. Et donc, je vais aller rapidement sur les protocoles et les remerciements, mais juste pour vous dire, oui, que j'ai un peu modifié le titre en réalisant la conférence, pour donner aussi des indications sur la thèse que je vais soutenir aujourd'hui devant vous. Alors, déjà, pour entrer dans le thème, on peut déjà dire que si vous avez un peu de lecture spinoziste derrière vous, que depuis le livre, au moins de Stephen Nadd, la biographie de Spinoza Life, et peut-être encore plus depuis la publication du livre de Maxime Robert, Le plan Spinoza, que je voulais apporter, puis je l'ai oublié, on peut dire que le portrait de Spinoza, que nous avons été habitués à connaître, c'est modifié. Au fond, l'image d'Épinal du sage, concentré sur son éthique en dehors du monde, qui n'était pas touché des passions, est une image on peut dire, qui appartient au passé. Aujourd'hui, quoique on connaisse assez peu de choses sur la vie de Spinoza, vous savez, notamment ces fameuses années entre l'excommunication et le début des années 60, quand il s'en va à Richebourg, ce sont les années un peu moins connues. Et je ne sais pas non plus pourquoi il a voulu rencontrer le prince de Condé, enfin, plus il l'a pas rencontré. Il y a des
poche comme ça d'ombre sur David Spinoza, mais en même temps, on peut dire aujourd'hui que c'est plutôt un homme vivant parmi les hommes de son époque, immergé dans son temps et cultivant les amitiés et les relations. Si vous lisez le livre de Maxime Revers, c'est un peu la fresque qui ressort de cette foisonnante romance en fiction, comme il le dit, qui nous propose. Bon. Alors en même temps, si on regarde un peu les études sur Spinoza, on peut dire qu'on connaît assez bien le rapport de Spinoza avec les sciences. C'est quelque chose qui a été pas mal regardé. On connaît assez bien le rapport de Spinoza avec la religion, avec la politique de son temps. On connaît beaucoup moins bien le rapport de Spinoza et les arts. Et je pense qu'il y a différentes raisons de s'intéresser à ce thème. Et je vais vous donner quelques raisons pour cela. D'abord, on oublie souvent, mais très bien de le souligner, c'est que Spinoza ne fut pas que philosophe. Le juif athée d'Amsterdam était même d'abord connu pour ses productions dans les arts mécaniques. La taille des verres. Alors là, j'avais une photo des deux pièces de l'habitation que Spinoza avait à Richebourg entre 61 et 63, où il y avait même une photo de notre ami devant sa bibliothèque, parce qu'il y a en fait ces deux pièces. Dans la première pièce, vous avez la reconstitution, je ne sais pas si certains d'entre vous est allé à Richebourg un jour, c'est un lieu qui est intéressant de connaître. Dans la première pièce, vous avez la bibliothèque reconstituée de Spinoza, puis dans la deuxième, vous avez la pièce où il était censé polir ses lentilles avec une machine, là aussi reconstituée, de son travail. Donc j'en ai déduit que pendant la journée, il travaillait sur ses lentilles, parce qu'il faut quand même le jour pour le faire, et donc la nuit, il travaillait plutôt à l'éthique. Alors j'ai pas de preuves pour cela, mais le fait qu'il travaille la nuit, ça peut être intéressant. En même temps, si on lit Maxime Revers, on ne sait pas vraiment quelle était l'ampleur du travail manuel de Spinoza. Enfin, je ne sais pas si vraiment il en vivait, combien il gagnait d'argent là-dessus. Ce sont des questions qui ne sont pas très claires. Enfin, quelle était l'entité de son travail sur les lentilles, qui pourtant a fait sa renommée. Il suffit de regarder la correspondance. Spinoza est aussi connu, voire peut-être encore plus connu pour ses ouvrages d'art dans les arts mécaniques, dans la taille du verre, que pour sa philosophie pour laquelle il sera connu par après. Bon. En plus, il y a 100 ans, je veux citer un article qui n'est pas connu. Il y a un peintre, un graveur, un historien de l'art, qui s'appelle André-Charles Copier, confié dans un article intitulé Rembrandt et Spinoza, paru dans la revue des fameuses célèbres revues des Deux Mondes, qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la campagne électorale de la dernière présidentielle française, puisque c'est ça qui a fait couler la candidature de Fillon, souvenez-vous, puisque sa femme était censée collaborer dans cette célèbre revue, qui a donc donné le jour à cet article dans lequel Charles Copier donc disait sa conviction que si on était allé chercher dans les archives hollandaises les relations que Spinoza avait pu avoir avec les peintres et les artisans de son temps, il était sûr qu'on n'aurait pas été déçu. Cette hypothèse n'a été jamais ni confirmée ni infirmée. En même temps, m'en suis souvent ouvert, m'en suis ouvert avec Pinatot, Romeo Proietti, Roberto Bordoli, encore dernièrement avec Maxime Revers, qui sont les chercheurs que je connais le plus, qui ont effectivement travaillé dans les archives hollandaises, et tous m'ont confirmé, donc avis aux chercheurs, que s'il y avait des recherches à entreprendre en Hollande sur ce domaine, il y aurait certainement des choses à trouver. Donc il confirme un peu le soupçon que Charles Copier avait au début du XXe siècle, en 1916 exactement. En tout cas, il est vrai que les Spinoza vivaient sur la Burgwall, non loin de la synagogue, et que dans le même quartier avaient leur bottega de nombreux artisans décorateurs, peintres, artistes, parmi eux Potter et Rembrandt, pour ne citer que les plus connus. Ce dernier résidait sur la Brechstraat depuis 1631,
dans le même pâté de maison vivait Hendrik Uhlenburg, riche commerçant d'art en lien avec Rembrandt, qui en 1939 va habiter à 2 pas de la maison de Menasseh Ben Israël et de Rabbi Saul Morter, dont il va laisser les fameux célèbres portraits. Je voulais vous montrer le portrait de Saoul et David, qui a fait beaucoup couler d'encre, y compris celui d'André Charles Copier, puisque on a longtemps cru, c'est la légende, que Spinoza aurait posé pour Rembrandt dans ce tableau de 1660 que je ne peux pas vous montrer, mais qui est très connu, et qui est conservé à la Mauritius Ruiz de la Haye. Mais il a été daté, vous savez que l'œuvre de Rembrandt a été sujette à beaucoup de recherches quant à l'authenticité, les dates, etc. Mais il a été daté 1660. Or, si j'en crois à cette date, Spinoza avait 28 ans. Et si vous remémorez le tableau, le petit garçon à la droite, en bas du tableau, n'a certainement pas 28 ans, donc il y a de fortes chances que malheureusement, ou Rembrandt a peint ce tableau avant et connaissait Spinoza, dont on n'a pas la preuve, ou ce tableau était fait en 1660, et malheureusement ce n'est pas Spinoza. Bon, ce qui est vrai en revanche, c'est que il y a toute une littérature qui a fleuri à partir des années 20 du siècle dernier, notamment inspirée du Chronicum Spinozanum, et en particulier de Gebhardt, Karl Gebhardt, qui était lui-même galeriste, on l'oublie, une galerie à Munich, en Bavière, et qui a donné lieu, vous savez, à toute cette littérature abondante sur Spinoza et Rembrandt notamment, et ensuite Spinoza et Vermeer, qui a duré en gros jusqu'à dans les années 80. En France, on a eu sur laquelle j'ai travaillé un peu, cette pièce de Gilles Alliot, Spinoza et Vermeer, qui était représenté en 85 à Paris. Et j'avais interviewé Jean Jourdeuil, qui avait participé à la mise en scène de cette pièce. Mais cette pièce hérite en vérité de toute une littérature dans laquelle même Deleuze a donné, puisque le pli, enfin, c'est pas Rembrandt qui l'intéressait, c'était la limite à ce moment-là, mais disons le pli de Deleuze est quand même un texte qui s'inspire de cette littérature des années 20, qui s'est prolongée en Allemagne, sur les rapports, sur la question du baroque, et la position que Spinoza, qui est un auteur baroque, ce genre de problématique. Sachez aussi, mais ça vous le savez, que, en plus d'être un libre penseur, un homme politique et un pédagogue, Franciscus van den Enden tenait une galerie, ou une galerie d'antiquariat, à Amsterdam, où il commerçait en œuvres d'art et en tableaux. Et je crois que c'est Meisma dans Spinoza et son cercle qui nous dit que Lender van Beyelen, élève de Rembrandt et grand collectionneur d'art, était un pensionnaire de Francis van den Enden. Vous voyez, il y a des rapports hybrides d'informations qui nous disent qu'il y a bien quand même des rapports entre le cercle de Spinoza, le clan Spinoza, si vous préférez, et les milieux artistiques de la mémoire, ce qui n'a rien de surprenant, évidemment. D'autant plus que, comme vous savez, Spinoza, après avoir quitté Richebourg, déménage à Forbourg, non loin de La Haye, et il va chez qui? Il va loger chez un peintre, qui est Daniel Tiedemann, sympathisant des collégiens, et encore en 71, il va toujours chez un autre peintre, qui est habité chez Hendrik van der Spieck, qui lui laissera un portrait de Spinoza, que je ne peux pas vous montrer, mais qui est le portrait que je préfère. Non, il n'est pas de Spinoza, il n'est pas de Van der Spieck. Non. Ah, alors ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est dommage parce que c'est celui que je préfère. Bien, quoi qu'il en soit, dans son jeunesse, Spinoza fut également, et très probablement, un dessinateur. Du moins, si on en croit son biographe Jean Paulurus, que je cite, après s'être perfectionné dans l'art mécanique,
de la taille des verres pour des lunettes d'approche et pour d'autres usages, il s'attacha au dessin. Fin de citation. Colerus écrit que le philosophe a pris l'art du dessin en autodidacte. Un autre biographe, Monikov, avance que ce fut Tiedemann, j'espère bien prononcer, qui le guida dans l'apprentissage de cet art. À en croire ces témoignages, Spinoza acquit une certaine maîtrise dans l'art du portrait. Je cite encore Colerus, il réussissait bien à tracer un portrait avec de l'encre ou du charbon. Et Colerus raconte avoir eu entre les mains, comme vous savez, un livre entier de semblables portraits. Parmi eux, ceux des plusieurs personnes distinguées qui étaient connues du philosophe ou qui avaient eu l'occasion de lui rendre visite, et donc il préfère, non sans raison, taire les noms. Alors, on peut imaginer que quand Spinoza recevait donc une visite, en écoutant, il a peut-être fait le portrait de Leibniz, je ne sais pas, en écoutant son hôte, il ne trouvait pas mieux à faire que de prendre un papier et tirer le portrait. Parmi ces dessins, comme vous savez, également un dessin représentant un pêcheur en chemise avec son filet sur l'épaule droite, sous les traits du célèbre rebelle napolitain Masaniello, qui était connu par les gravures de l'époque. Et donc c'est cette gravure qu'on voit circuler dans la littérature spinoziste, et pas évidemment l'autoportrait que Van der Spyk dit être celui que Colerus a vu dans ce carton. Là, on ne l'a jamais vu, comme on n'a jamais eu trace de ce carton non plus. Or, de Tiedemann et Van der Spyk, peintres et décorateurs, nous savons finalement assez peu de choses, mis à part qu'ils ne comptent évidemment pas parmi les meilleurs peintres artistes que les Pays-Bas ont produits à cette époque. L'intérêt de Spinoza pour le théâtre remonterait aussi à sa jeunesse. C'est à la sortie du théâtre, pour d'autres il s'agira de la synagogue, qu'il aurait été un jour poignardé, vous savez, par un fanatique. Mais Spinoza ne fut pas seulement spectateur et bon connaisseur de littérature classique, Claude, Sénèque et Terence. Il aurait également été attiré par le jeu d'acteur. Du moins, c'est ce qui ressort des derniers travaux de Omero Proietti, grâce auxquels cela est aujourd'hui mieux connu. Les recherches sur l'école de Van den Eyden et ses pratiques pédagogiques, où l'apprentissage de latin se faisait aussi par le jeu et la représentation de comédie classique, un nombre assez important de cryptocitations, comme les appelle Proietti, repérées dans ses œuvres, accréditent l'idée que Spinoza aurait personnellement participé à la représentation des pièces de Terence. En particulier, dans les Lucus, monté au théâtre d'Amsterdam les 16 et 17 janvier 1657, il aura interprété le rôle du serviteur Parmeno. Et pour la mise en scène de Landria, toujours à Amsterdam, il aurait prêté ses talents au rôle de Senex, Simon. Ce qui explique pourquoi il connaissait les textes par cœur. Par ailleurs, on sait aussi qu'au sein de la Société des Arts Nil Volentibus Ardum, où Spinoza comptait plusieurs amis, on débattait d'esthétique notamment théâtrale et projetait une réforme linguistique du néerlandais. On dit même que le projet d'écrire le Compendium Grammaticus Linguae Hebrae serait né de ces discussions. Enfin, il est possible qu'à l'école de Van den Eyden, le jeune Spinoza ne fit pas qu'apprendre le latin, mais qu'il l'enseigna aussi à des plus jeunes. Et bien qu'il refusa plus tard d'occuper une chaire à l'université de Heidelberg, l'art d'éduquer à la philosophie ne le laissa certainement pas indifférent. Son rapport avec le jeune apprenti Caesarius, d'une part, la composition d'œuvres comme les principes de la philosophie de Descartes, pour ne rien dire de l'éthique elle-même, répondent entre autres choses à des visées explicitement pédagogiques et à cet art tout spinozien de disposer la matière avec elle et avec elle le lecteur à une compréhension plus aisée et efficace de sa philosophie. Pour tous ces aspects, je vous renvoie donc à la publication de Spinoza et les Arts, parce que vous y trouverez beaucoup d'informations, notamment sur la partie historique où, par exemple, Pinatot a fait toute une enquête sur
sur la gravure, la gravure et le dessin d'autoportrait, soi-disant autoportrait de Spinoza sous les traits de Masaniello. Et d'autres choses sur le théâtre qui sont peut-être les choses les plus intéressantes pour une enquête sur Spinoza. Bref, la vie de Spinoza est loin de n'être absorbée que par la lecture et l'écriture philosophique. Comme le soulignait naguère Colerus, que je reprends, que je recite, la loi et les anciens docteurs juifs marquent expressément qu'il ne suffit pas d'être savant, mais qu'on doit en outre s'exercer à quelque art mécanique ou profession pour son pouvoir aider à tout événement et y gagner de quoi subsister. Et ensuite, citant le Talmud, il rappelle aussi, je reprends la citation de Colerus dans sa biographie, l'étude de la loi est quelque chose de bien désirable lorsqu'on y joint une profession ou quelque art mécanique, car l'application continuelle à ces deux exercices fait qu'on n'en a point pour faire le mal ou qu'on l'oublie, et tout savant qui ne s'est pas soucié d'apprendre quelque profession devient à la fin dissipé et déréglé en ses mœurs. Spinoza, savant dans la loi et dans les coutumes des anciens, n'ignorait pas ces maximes et ne les oublia pas, tout séparé des juifs et excommuniés qu'il était. Ces témoignages donc indiquent encore une fois que les intérêts de Spinoza étaient plus diversifiés qu'on l'a longtemps cru. À la coupe manuelle des lentilles vint s'ajouter le dessin et sans doute, pour le temps qu'il résida à Amsterdam, la récitation et le jeu, puis l'enseignement privé, l'enseignement public, on sait le refuse absolument. Et si on songe à la fréquentation quasi quotidienne de peintres, décorateurs, artisans qui l'entouraient, et dont visiblement il appréciait la compagnie, il devient difficile de croire que notre philosophe artisan n'ait pas tant soit peu médité sur les arts, leur exercice, leur rôle social et plus largement leur importance pour la vie humaine. Quelque chose que vous trouverez aussi dans l'ouvrage Spinoza. Alors maintenant, cette introduction terminée, on va faire quelques considérations de méthode plus précises si on veut entrer véritablement dans une interrogation sur le spinozisme et l'esthétique et l'activité artistique. Car il faut bien avouer que les références et les observations sur les arts n'abondent pas dans les œuvres de Spinoza. Il n'est pas moins vrai, cependant, que les rares qui s'y trouvent interviennent dans des lieux cruciaux des textes et des doctrines. Notamment, comme vous savez, la fameuse folie de la deuxième proposition de la troisième partie, sur laquelle je vais revenir amplement tout à l'heure. Il reste qu'une réflexion sur les arts, chez Spinoza comme chez ses contemporains, ne peut en aucun cas assumer les formes qui nous ont été ensuite léguées et sont devenues familières après l'invention de l'esthétique par Baumgarten à la moitié du XIXe siècle, qui est le premier qui utilise le mot esthétique, et plus tard ce que nous avons appris à penser avec la troisième critique de Carote. Encore moins on trouverait chez Spinoza quelque chose qui pourrait ressembler à une philosophie de l'art, donc c'est pas la peine de chercher, au sens où Hegel pourra le comprendre. Il est évident que les catégories romantiques, plutôt héritées du romantisme, des questions ayant trait aux beaux-arts, et plus tard les problématiques de l'art moderne, du modernisme, pour ne rien dire du postmodernisme, qui ont autant occupé le XXe siècle occidental, ne peuvent en aucune mesure servir pour comprendre ou interpréter la pensée de Spinoza sur les arts. Malgré cela, il me semble que cette philosophie s'est souvent prêtée à des lectures esthétiques, pour ne pas dire esthétisantes. On a un dernier exemple chez un texte qui a juste le titre pas très connu, c'est celui de Pontus-Hulten, qui s'appelle Werner et Spinoza, publié en 2003, qui est assez décevant. Or, le projet de penser une esthétique spinozienne n'est en soi ni neuf ni isolé. Le spinozisme a été souvent approché avec un regard tourné vers l'expérience esthétique. Que l'on s'intéresse à ces traits baroques
du point de vue d'un art de l'imagination, où on se focalise sur l'expérience de la science intuitive avec ses rapports avec toujours l'imagination. On aurait dire ici des poètes, des écrivains, Heine, Hugo, Flaubert, Borges, c'était les plus grands, qui se sont intéressés à Spinoza. Les présupposés historiques et philosophiques de lecture prenant en compte l'expérience esthétique de cette philosophie ne sont en soi ni négligeables, ni inintéressants. À condition, bien sûr, de respecter le cadre historique conceptuel qui fut celui de Spinoza. Je crois qu'on pourra trouver dans cette philosophie, c'est un peu l'objet de cette conférence, des éléments et des ressources pour entamer une réflexion sur l'art, susceptible d'inspirer, sinon une esthétique, qui est de fait absente, de donner au moins des indications quant à la manière d'envisager les activités artistiques en se passant d'esthétique. C'est là que Spinoza peut être utile. Et je crois qu'il est d'autant plus aujourd'hui où l'esthétique rencontre une crise sans retour, peut-être. En effet, c'est là une orientation d'autant plus précieuse pour une époque comme la nôtre, confrontée d'abord à une croissante diversification des arts, alors que ces dernières années, l'esthétique a connu une crise, voire une mise au tombeau. Songez par exemple au texte de Jean-Marie Schaeffer à l'esthétique, il y en a bien plein d'autres, ou en tout cas une dissolution de l'esthétique dans d'autres domaines ou sciences comme la sociologie ou la politique, notamment la sociologie bourdieusienne. Il est vrai que tout au long du siècle dernier, les arts n'ont fait qu'amplifier ce mouvement d'émancipation vis-à-vis de l'ancien paradigme des beaux-arts, mouvement naguère amorcé par les avant-gardes. L'évolution récente des arts, la démocratisation des pratiques artistiques, l'éclatement et la mixité des genres ont entamé un profond remaniement de notre manière de les penser et de les juger. Aussi, l'absence d'une définition formelle de l'art au sein d'une pensée comme celle du spinozisme, au lieu de présenter un handicap ou un manque, paradoxalement pourrait se révéler d'une ressource et d'une actualité inattendue, offrant même un banc d'essais critiques à l'aune duquel venir mesurer les différentes théories dont les arts ont pu faire l'objet. Vous avez compris un peu comment j'oriente le propos. J'évite l'obstacle de la carence textuelle. Vous allez voir qu'elle n'est pas si carente que ça, finalement. Puisque maintenant, je vous propose de nous intéresser au texte. Alors, revenons alors au texte, a priori si avare. En réalité, si on regarde de près, le terme ars est loin d'être absent des vocabulaires spinoziens. Tu nous confirmeras ça puisque tu as écrit un vocabulaire dans lequel je ne l'ai pas trouvé. C'est le mot art. Pourtant, il est employé dans un sens de technique ou de maîtrise d'une technique. Le premier à avoir recensé toutes les occurrences du mot ars, c'est Philippe Pomini. Je vous renvoie à son important texte, peu connu en France, dommage, puisqu'il est à certains côtés fondateur de tout cet intérêt pour le rapport entre les arts mécaniques et non seulement mécaniques et le spinozisme. C'est Ars Imaginandi, publié en 80 aux éditions Scientifique d'Égalité Napoli. Et je vous renvoie aux pages de 271-278 qui précisément font déjà déblayer le terrain. Plus encore, en tant que technique, méthode, adresse, habileté, par ars, on entend notamment la capacité à rendre facile ce qui est difficile. Déjà, si on prend cette définition, vous voyez bien que fait un clin d'œil à la fin de l'éthique, qui parle de choses rares et difficiles, préclara. C'est pourquoi
ce terme renvoie volontiers à des notions comme faber, fabrica, ingenium, qui ont été très étudiées ces dernières 15 années dans la littérature, notamment française. Virtus, autrement dit, renvoie une capacité que le corps a de mettre en œuvre en lui ou hors de lui, de manière innée ou acquise, des actions et des productions aptes à rendre plus puissantes ces pratiques. À ce titre, les arts indiquent bien une activité, et comme on va le voir, plus précisément une activité corporelle, à ceci près que les productions artistiques des hommes ne constituent pas un empire dans l'empire des productions de la nature. Rien chez Spinoza, en effet, n'encourage l'opposition entre production naturelle et production artificielle, ainsi que le fera plus tard l'esthétique hegélienne, qui liera les premières à l'expression de la liberté de l'esprit au détriment des secondes, rabattues à de simples effets d'une nécessité aveugle. De là aussi, la relative hiérarchisation des arts, notez bien, leur plus ou moins grande dignité et valeur, qui relève de l'époque, quand cela ne repose pas entièrement sur les raisons du philosophe. Chez Hegel, la poésie est considérée comme le plus spirituel des arts, dans la mesure où elle serait la moins liée à la matérialité de ses moyens d'expression. Chez Schopenhauer, comme vous savez, c'est la musique qui l'emporte. Son contenu ne se distingue pas de sa forme, elle est jugée plus apte à exprimer le mouvement même de la liberté, de la volonté. Mais dans un cas comme dans l'autre, les formes artistiques se rangent aux valeurs que le discours philosophique leur prête. En somme, on pourrait dire à chaque philosophie son art. Et du coup, on peut se demander, y a-t-il un art plus spécifiquement spinoziste? Il semble difficile de répondre parce que, précisément, les arts n'incarnent aucunement un idéal philosophique chez Spinoza. Ce qui est une problématique romantique. Donc il ne faut pas le faire à sa place, surtout pas. Et donc je ne le ferai pas ici. Tout au plus, on peut retracer les activités de Spinoza lui-même, comme on l'a fait, encore que cela n'ait une valeur que d'exemple, et certainement pas, il n'y a certainement pas aucune exemplarité dans cela. Ce n'est pas en se faisant du théâtre qu'on devient Spinoza. Bref, chez Spinoza, comme vous savez, aucune opposition n'est faite entre l'artificiel et le naturel, et c'est peut-être là une des raisons qui font que les considérations spécifiques aux arts sont assez rares. C'est la nature de l'art, car la nature de l'art se comprend en continuité avec l'art de la nature. Il s'agit plutôt de penser une vertu qui de part en part s'exprime dans la nature des choses. Donc évidemment, on n'est pas habitué à penser comme ça. Les productions artistiques humaines participent des autres productions de la nature au même titre que certaines capacités, une production animale par exemple, qui ne manquent pas de susciter notre admiration. On peut certes rappeler la célèbre phrase « La musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour celui qui est en deuil, ni bonne ni mauvaise pour le sourd », encore que proprement parlé, cette considération relève davantage de la médecine que de l'esthétique. Par ailleurs, en vain aussi, on chercherait dans les textes une référence à Vossius, à l'ars historica Vossius, à Zuccari, l'idée à les pittori, les scultori, architetti, qui font l'esthétique maniériste, ou encore à Bellori, vite des pittori, scultori, architetti moderni, que Spinoza aurait pu lire, pour fonder un quelconque classement, voire un semblant de hiérarchisation entre les arts, par exemple libéraux, le trivium et le trivium, et les arts mécaniques, ou encore moins les beaux-arts, puisque la classification des beaux-arts ne sera effective qu'à partir de la moitié du XIXe siècle. À ce propos, Migny croit déceler une certaine proximité, alors je rends justice à la phrase de Migny, entre les positions esthétiques de Vossius et celles de Spinoza. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de les rappeler,
ou je peux passer? Non. Si. Ouais, non, Ça me paraît intéressant. Oui, c'est intéressant. Même si je ne suis pas complètement d'accord, mais c'est pas grave. Ouais. Donc je cite Migny à la page 280 de son texte, qui mériterait bien d'être traduit en français. Donc c'est Migny qui parle. On peut souligner au moins 4 aspects importants de la conception non seulement picturale, mais esthétique de Grotius, présent en partie également dans la pensée de Spinoza. Donc là, c'est explicite. Et c'est un historien qui parle. L'art tire son origine du plaisir de l'imitation. Il consiste dans la seule représentation du vrai, par le biais d'images, c'est-à-dire de signes et de symboles des choses. L'art ne semble pas être élu à la représentation du beau. Il est intimement lié avec les sciences dans un rapport de réciprocité. Et il conclut: l'étonnante relation que Voss établit entre art et nature, en considérant cette dernière à la fois comme génitrice de l'art, c'est moi qui traduis, et comme étant aussi continuant régénéré par l'art, peut être considérée parmi toutes celles diffusées en langue de son temps comme la conception la plus proche de celle qui transparaît des écrits de Spinoza. Peut-être. Sans doute. Pour ma part, il me semble plus prudent de s'en tenir à ce que notait déjà Colerus. Spinoza pratiqua les arts libéraux, notamment la géométrie, autant que les mécaniques, et sa renommée fut aussi grande dans les uns que dans les autres. Alors le pas qu'il faut faire, successif qu'il faut faire, c'est maintenant de se débarrasser de la notion d'art, au sens général. Comme si l'art était quelque chose indépendamment des arts. C'est pour ça que le texte des arts, ça s'appelle les arts. On est habitué, de moins en moins maintenant, parce que les artistes ont donné un grand coup dans la notion d'art, mais à faire de l'art un concept. Or, si on regarde le traité de logico-politique maintenant, eh bien, il ne se gêne pas pour appeler artes toute une série d'activités auxquelles nous n'aurions pas a priori songé, notamment toutes celles destinées, notées, ad vitam sustendandum, c'est-à-dire à soutenir la vie. Ça alors, soutenir. Et il cite labourer, semer, moissonner, moudre, cuire, tisser, coudre. Et il ajoute, et bien d'autres choses indispensables pour se conserver dans la vie. Fin de citation. C'est le chapitre 5, paragraphe 7 du TTP. La liste est donc ouverte. Et on peut la prolonger avec Spinoza, en citant par exemple l'art des odeurs, qui intéresse beaucoup Chantal Jacquet, comme vous savez, elle n'a pas tort, l'art de la composition florale, la mode, la parure. Il y a des pages intéressantes sur la parure dans le TP, n'est-ce pas, Charles? Je cite ça parce que c'est celui qui le connaît le mieux ici. On peut continuer cette liste sans Spinoza et ajouter la gastronomie, l'art vestimentaire, le sport. Non seulement rien d'esthétique ne vient ici rehausser ces activités, encore que rien n'exclut que l'on puisse les apprécier esthétiquement. Aujourd'hui, par exemple, on dit que Ronaldo a fait un chef-d'œuvre en mettant la balle. Il y a tout un langage comme ça, tiré de l'esthétique, des arts. Coup de maître. Mais surtout, ces artes semblent d'abord participer d'une définition sociale, économique, voire politique. En effet, je cite encore Spinoza de ce paragraphe du chapitre 5 du TTP, si les hommes ne s'entraidaient pas mutuellement, l'art et le temps, ars et tempus, leur feraient défaut. Autant dire que la vie humaine ne saurait se soutenir sans ce temps de l'art, au risque d'être tout simplement invivable. Dans ce même paragraphe,
Spinoza fait varier l'indiadis ars et tempus avec l'expression vires et tempus, pour enfin la prolonger avec le couple artes et scientias. Art et force deviennent ici quasi synonymes et soulignent la puissance que chacun gagne à vivre en société, puisqu'aucun homme n'est apte à tout et que même pris isolément, il est incapable de se procurer ce dont il a besoin pour vivre. Les arts ont ainsi leur part autant dans la division du travail que dans la distinction des talents. Par ailleurs, il y a bien une continuité entre artes et scientias, à travers les techniques. Ensemble, elles sont, je cite Spinoza, toujours le même paragraphe, tout à fait nécessaires, summe necessariae, à la perfection de la nature humaine et à sa béatitude. Oui, discrètement, mais non moins clairement, la question des artes rejoint le projet éthique et politique porté par Spinoza, tout en s'ouvrant sur une large perspective civilisationnelle. Le passage du traité théologico-politique fait ici écho à la perspective éthique et sociale esquissée au début du traité de la réforme de l'entendement. Vous vous souvenez que Spinoza y avait insisté sur la nécessité de diriger les sciences vers une fin unique et de développer avec la philosophie morale, quoi donc, des arts, notamment la doctrine de l'éducation des enfants, la médecine et la mécanique. Aussi sont à plein titre considérés des arts la mécanique, la médecine, la géométrie, la politique, l'art militaire, l'économie, l'architecture, la décoration, les ornements, la musique, le théâtre, la parure, etc. De fait, le concept d'art, c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de parler de l'art en général, qui est une invention de la philosophie, peut être référé à toutes les activités humaines. Tous les hommes peuvent être appelés artistes. Ménine y remarque d'ailleurs, je le cite à nouveau, l'exercice de l'art et du talent n'est pas le privilège ni le droit d'un petit nombre, mais l'exigence, et il ajoute, le devoir de tous. Il y a là, je crois, quelque chose qui nous est très contemporain. Pas seulement parce que les artistes eux-mêmes ont dit que tout le monde était artiste, mais parce que le spinozisme, en fait, renonce à faire le partage entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Grande question, comme vous savez, posée par les arts eux-mêmes et par les théories des arts, aujourd'hui dépassées. Mais Spinoza n'a pas à la dépasser, puisque d'une part, il n'avait pas à la dépasser, mais que la question ne se posait pas. Apparemment, l'approche spinoziste incline vers un grand éclectisme et relativisme de ce qui est considéré de l'art, et ainsi démocratisé, sans aller jusqu'à l'obligation faite par Ménine. La question des arts relève, je dirais, de la nécessité naturelle, leur exercice étant l'expression de cet effort d'autopromotion de la puissance de chaque individu. C'est là qu'on va rentrer maintenant de plus en plus dans les textes. C'est pourquoi, à suivre cette indication jusqu'au bout, rien ne devrait contraindre de limiter le domaine de l'art à la seule sphère de l'humain. Rien ne s'opposant à ce que l'on parle, par exemple, d'art animal. Et aujourd'hui, vous savez, l'éthologie contemporaine est très intéressée par cette question. Je vous renvoie aux travaux de Michel Kreutzer, à Nanterre, qui a beaucoup travaillé sur le chant des oiseaux. Pour montrer, pour essayer de travailler à la marge de darwinisme. Pour montrer qu'il y a des comportements animaux qui ne répondent pas forcément à la notion d'utile. Qui viennent en plus bien chanter. Pourquoi chanter? Bon, si on poursuit maintenant la lecture des textes, on s'aperçoit que les rares références aux
portrait, à la peinture, à l'architecture, ne se donne pas pour objet le problème de la beauté. Ça aussi, c'est très contemporain. Quand il est question de la nature du beau, comme c'est le cas dans la correspondance avec Boxel, ou même dans l'appendice de la première partie de l'éthique, la critique envers la tentation d'ontologiser le sentiment du beau rejoint la critique plus large du finalisme, pour souligner cette tendance, elle, bien humaine, et pas du tout animale, qui consiste à esthétiser la nature comme œuvre du grand architecte. Alors, je vous cite ce texte très connu, hein, quand les hommes voient la construction du corps humain, corporis humanum fabricam, ils sont stupéfaits, et de ce qu'ils ignorent les causes de tant d'art, ils concluent que ce n'est pas un art mécanique qui l'a fabriqué, mais un art divin ou surnaturel. Fin de citation. Si bien que l'admiration notée pour l'art, sa sacralisation, la dévotion envers l'artiste, aujourd'hui monnaie courante, est pour partie au moins conséquence d'ignorance, voire de superstition. Ça y est, une longue queue de superstitieux. Voilà, à l'entrée de nos grandes expositions. Car Spinoza n'est pas plus disposé à faire de l'artiste un dieu en miniature, doué de pouvoir de création quasi divin. Bref, il n'est ni néoplatonicien, ni un pré-romantique, voué au culte du génie créateur de l'artiste. Semblablement aux notions de perfection, bien, ordre, mérite, avec leur contraire, la beauté et la laideur ne sont pas des propriétés des choses, mais des reflets de notre imagination. C'est pourquoi, quand il est question de beauté et de jugement de goût, les aspects qui commencent à faire l'objet de l'attention croissante des milieux cartésiens et empiristes à l'époque de Spinoza, c'est le moment où se constitue en vérité une proto-esthétique, parce qu'on s'intéresse à ces jugements confus mais clairs, confus et distincts, pardon, confus mais distincts, songez à Leibniz. Spinoza n'hésite pas à couper court en renvoyant à des explications d'ordre physiologique. Je vous cite le texte de l'éthique. Si le mouvement que les... Oui, c'est ça. Si le mouvement que les nerfs reçoivent en provenant des objets qui se représentent par les yeux contribuent à la santé, les objets qui les causent sont dits beaux, et ceux qui excitent un mouvement contraire l'est. Il y a là une attitude relativiste, démystifiante, démythifiante, pour nous en tout cas, pour ne pas dire iconoclaste, suffisante à mon sens pour fonder une critique historique et sociologique des usages de la valeur art. Pensez aux 450 millions de dollars qu'on a bien voulu payer pour s'offrir le Salvatore Mundi il y a quelques semaines. Et bien de cette veine iconoclaste, par ailleurs, les artistes du XXe siècle, comme vous savez, se sont amplement emparés. Songez par exemple aux dadaïstes, et d'un concept de non-art. Mais dans ce texte que je viens de vous citer, c'est une autre question qui pointe. Cette question, c'est la santé du corps. Hein, les yeux qui contribuent à la santé, disent-ils. Les arts consacrés à la conservation de la santé du corps sont d'un côté, notoirement, la médecine, qui s'occupe des parties composantes de l'individu humain, et à l'autre bout de la chaîne, la politique, qui concerne la composition de plusieurs individus humains comme partie d'un individu plus grand. Or, toutes deux sont fondées dans la physique. Et ces deux arts sont tout à fait nécessaires à la conservation de la vie humaine, individuelle ou collective. Bien, si l'intérêt maintenant de Spinoza et sa fréquentation des arts ne fait pas de doute, il n'est pour autant, lui, philosophiquement, pas du tout intéressé
à la constitution d'une théorie des arts. Encore moins vers une quelconque hiérarchisation de ces formes ou de ces genres. Ils se concentrent plutôt, je dirais, sur leur utilité pratique et ce que nous pouvons tirer de leur usage. Si je puis y ajouter, c'est là, je prends un trait, là aussi très contemporain. Loin d'avoir voulu simplement honorer un ancien précepte hébraïque, comme le rappelait Colerus, Spinoza ne conçut ni vécu sa vie de penseur dans l'oubli du corps. Car chez l'homme sage, pas moins que chez l'ignorant, quoique de manière très différente, le corps réclame sa part. Une part qui revient en propre comme manière de participer et contribuer à la béatitude. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza, le texte du TTP, sur laquelle l'esprit lui-même ne saurait parvenir à réaliser ce à quoi il aspire pour lui-même. D'autant que, uni au corps, comme vous savez, l'esprit forme avec lui une seule et même chose. Si bien que, entre l'art de la médecine et l'art de la politique, vient de se ranger une panoplie d'art et d'activités corporelles qui accompagnent, aident, favorisent, selon l'ingénium de chacun, la réalisation de ces Novum Institutum dont parlait déjà le traité de la réforme de l'entendement. Autrement dit, les appétits du corps ne sont pas sacrifiés sur l'autel d'un improbable ascétisme philosophique. Au contraire, ils restent protagonistes du projet de la vie bonne. À la réalisation de la véritable vie, l'exercice des arts et des techniques du corps, mais toute technique, au fond, est une technique du corps, n'est pas moins nécessaire que la philosophie et les sciences. Je cite ici Spinoza, j'aurais pu projeter ce texte, dommage. Il est d'un homme sage, dis-je, de se refaire, réficere, et recréer, récréare, en mangeant et buvant de bonnes choses modérément, ainsi qu'en usant des odeurs, des agréments des plantes, de la parure, de la musique, des jeux et des exercices du corps, des théâtres et autres choses de ce genre. Très intéressant ce texte parce qu'il introduit le terme d'aliment, de nourriture. Dans l'économie du projet spinoziste, l'exercice des arts renforce certains usages du corps et de l'imagination, qui ont constamment besoin d'être alimentés, régénérés, recréés, ce sont les termes qu'il utilise, pour promouvoir autant que possible, quoi donc? L'allégresse, l'hilaritas, et faire reculer la mélancolie. Alors, du point de vue de leur réception, cette fois-ci, les arts nourrissent, alimentent la vie bonne du corps. Ils sont une forme de régénération, de recréation. On pourrait presque parler d'une métabolique de l'art, en prolongement du métabolisme biologique. L'hilaritas, c'est en effet une joie qui, rapportée au corps, affecte toutes ses parties à égalité. Elle en conserve la forme, en augmente la puissance d'agir. Elle est toujours bonne et ne peut être excessive. Il n'y a pas d'excès dans l'art, dans l'usage des arts. La mélancolie, au contraire, diminuant la puissance d'agir de tout le corps, est toujours mauvaise. Aussi le rire, risus, et la plaisanterie, que Spinoza qualifie de pure joie, mera laetitia, entretiennent-ils l'allégresse. Et on pourrait d'ailleurs associer l'art de plaisanter un tant soit peu à l'art de la conversation, destiné à connaître une certaine fortune tout au long du siècle suivant. Le XVIIIe siècle va cultiver l'art du salon, l'art de la conversation, que Spinoza cultivait lui-même avec ses amis. D'ailleurs, il y a dans la vie de Colerus, j'ai trouvé une note sur la manière que Spinoza a de conduire une conversation. C'est amusant. Ça contredit d'ailleurs ce que Spinoza dit sur la manière de plaisanter.
Je ne vous lis pas parce que ça va prendre trop de temps, je vous y renvoie. Mais ce qui est amusant, c'est que Spinoza dit que la plaisanterie doit être faite sans moquerie. Ce qui n'est pas forcément tout le cas de la conversation. Il expulse de la plaisanterie la moquerie. Alors maintenant, regardons de plus près les textes. On s'aperçoit que quand l'éthique fait référence à des œuvres d'art, c'est rare mais ça arrive, les exemples viennent toujours pour servir la conception spinozienne des relations entre le corps et l'esprit. C'est pour ça que j'ai ajouté cette parenthèse. En effet, et ça nous regarde aussi, ça nous touche aussi, nous contemporains, la manière dont le vulgaire s'imagine la cause des œuvres d'art est à l'image de son incapacité à se représenter adéquatement la nature même de cette union. À savoir que le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quoi que ce soit d'autre, si ça existe, dit Spinoza. C'est la deuxième proposition de la troisième partie de l'éthique, celle que je vous avais citée tout à l'heure, sur laquelle maintenant je vais m'attarder. Cette incapacité, qui est encore la nôtre, rejaillit notamment sur la conception que l'on se fait de la cause des œuvres d'art, dont visiblement le vulgaire a du mal à imaginer qu'elle puisse être réalisée sans une intervention de l'esprit sur le corps. Si bien que, dans le Scoli, les exemples des édifices, des temples, des peintures et autres choses de ce genre, produites par l'art humain, finissent par avoir un effet de loupe sur le préjugé qui consiste à considérer le corps comme étant incapable ou indigne par lui-même d'agir indépendamment du commandement de l'esprit. En poussant plus loin, si vous me le permettez, on pourrait développer ici une critique implicite de la notion de disegno interno, chère à Zuccari, dans son idée des pittore, scultori et architetti du début du XVIIe siècle, que je citais tout à l'heure. Et pour faire un saut dans le contemporain, une critique de la notion de conceptualisme en art, pour ne rien dire ici de la notion de design ou art du projet, aujourd'hui très en vogue. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. De fait, c'est presque par provocation que Spinoza affirme dans ce Scoli que la cause de si belles et ingénieuses productions doit être considérée comme corporelle. Je passe, pas tous les jours, mais je passe souvent devant la cathédrale d'Amiens. À chaque fois, je me dis, c'est pas l'esprit qui est la cause de la cathédrale, selon Spinoza, c'est l'art mécanique du corps. C'est ce qu'il dit dans ce Scoli. Sans recours à aucune interaction avec l'esprit, ainsi qu'on le ferait par exemple pour expliquer le comportement d'un somnambule. Alors, je vais vous citer un peu long, mais vous connaissez le texte. Hein. Mais ils vont dire que des seules lois de la nature considérées seulement en tant que corporelles, il ne peut pas se faire que l'on puisse déduire les causes des édifices, des peintures et des choses de ce genre, qui se font par le seul art humain, et que le corps humain, à moins d'être déterminé et conduit par l'esprit, ne serait capable d'édifier un temple. Mais j'ai déjà montré, quant à moi, qu'ils ne savent pas ce que peut le corps, ou ce qu'on peut déduire de la seule contemplation de sa nature, et qu'ils ont l'expérience d'un très grand nombre de choses qui se font par les seules lois de la nature, et qui n'auraient jamais cru pouvoir se faire, sinon sous la direction de l'esprit, comme celles que font les somnambules dans leur sommeil, et qui les étonnent eux-mêmes quand ils sont éveillés. J'ajoute ici la construction même du corps humain
corporis humani fabricam, ça revient, qui dépasse de très loin en artificio, toute celle qu'a fabriqué l'art humain. Pour ne rien dire ici du fait, je l'ai montré plus haut, que de la nature considérée sous n'importe quel attribut, il suit une infinité de choses, etc. La résonance de ce passage avec le texte de l'appendice 1, que je vous ai cité tout à l'heure, sont évidentes. Les résonances. Ne serait-ce parce qu'on y rencontre une nouvelle fois l'expression corporis humani fabricam, qui fait référence au corps humain comme à un ouvrage supérieur par sa structure et à ce que lui-même est capable de fabriquer. Mais quand plus tard, pour illustrer sa conception de l'identité du corps et de ce qui définit sa vie et sa mort, eu égard à ses aptitudes, Spinoza fera l'exemple d'un poète amnésique, c'est encore aux œuvres d'art qu'il va s'adresser comme exemple. Souvenez-vous de ce texte. Aucune raison ne me force à penser que le corps ne meurt que s'il est changé en cadavre. Bien plus, l'expérience même semble persuader du contraire, car il arrive parfois qu'un homme pâtisse de changements tels que c'est à peine si je dirais qu'il est le même. Comme j'ai entendu dire d'un certain poète espagnol qui avait été saisi par la maladie et qui, quoique guéri, demeura pourtant dans un tel oubli de sa vie passée qu'il ne croyait pas que les fables et les tragédies qu'il avait faites fussent de lui. Et à coup sûr, on aurait pu le prendre pour un bébé adulte, vous connaissez ce Scully par cœur, s'il n'avait aussi oublié sa langue. Commentaire. Ne pouvant plus se reconnaître comme l'auteur de ses œuvres, on peut considérer que le poète n'est plus le poète qu'il fut, et que ce corps, qui répond encore à son ancien nom, ne répond plus à la même essence. L'ancienne forme du poète a quitté ce corps oublié. Et bien qu'il lui reste la maîtrise de la langue maternelle, il est passé à une autre vie. On peut supposer, bien que le texte ne le dise pas, que quoique guéri, ce corps nouvellement né soit tout aussi incapable de produire de nouvelles œuvres semblables aux anciennes. Car s'il le pouvait, il serait encore le poète qu'il n'est plus. Mais le poète n'habite plus ce corps. Ce n'est plus un corps de poète. Sans vouloir entrer dans la question très débattue parmi les spinozistes de savoir qu'est-ce qui définit l'essence d'un corps, jusqu'à quel point la mémoire est définitoire, on peut au moins remarquer ici que la cause des fables et des tragédies de ces œuvres d'art nous renvoie une nouvelle fois l'inédit à une certaine fabrica du corps que visiblement la mémoire du corps du feu poète n'incarne plus. Spinoza avait dit auparavant que personne n'a su déterminer par les seules lois de la nature corporelle quid corpus possit, ce que peut un corps. Or, parmi les choses que le corps peut, il présente des édifices, des temples, des peintures, des fables, des tragédies, et d'autres choses de ce genre. Rerumque unus mundi. Si bien que nul sans doute ne connaît l'étendue ni les limites de ce que le corps peut. Tant les capacités de sa fabrica nous sont inconnues. En revanche, on peut au moins dire que parmi les choses que le corps peut, par les seules lois de sa nature corporelle, il y a bien, pour Spinoza, ses actions et ses productions, ses gestes et ses artefacts, que nous avons coutume d'appeler des œuvres d'art. En un sens, donc, Spinoza répond, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, tout à fait à la question de savoir ce que peut un corps. Encore qu'ils ne disent pas comment il le fait. Un corps est capable d'art. Il y a bien des choses que le corps fait, et des plus complexes et étonnantes, dont l'esprit ignore comment il le fait. S'ouvre ici, en mon sens, une voie pour penser, sinon une esthétique, au moins une poétique.
dans et par le corps, cette voie se trace et se trame en lui et hors de lui, en vertu des ressorts et des ressources qui sont aussi insoupçonnés que chez le submendu. Cela même qui se soustrait à la vue d'un esprit, qui, rêvant les yeux ouverts, s'imagine que c'est lui qui commande son corps. Si l'art relève du corps et se révèle dans et par le corps, c'est la thèse que je soutiens aujourd'hui devant vous, penser les arts avec Spinoza signifie les ramener en fait à un agir que le corps exerce quand, en une certaine mesure, il est cause adéquate de ce qu'il fait ou produit. Et ce, attention, indépendamment des représentations que l'esprit s'en fait. Aussi, les pratiques artistiques, aux formes historiques variées, peuvent se comprendre à partir de la doctrine de l'adéquation. C'est ce que je vais vous proposer. Bien que cette doctrine soit habituellement réservée aux idées, le corps fait en vertu de ces seules lois de la nature corporelle. Et l'ars, en tant que puissance du corps, en union certes avec l'esprit, mais d'un esprit qui ignore les lois corporelles, pour la plupart, se laisse saisir comme mise en œuvre une action qui, au lieu de s'exercer sur le mode hétéronome de l'opération, se produit selon un mode autonome d'un agir. C'est-à-dire ce que j'appellerais, moi, mais c'est une expression qu'on retrouve dans les textes, par exemple, de certains artistes, notamment de Kandinsky, peut-être avec d'une nécessité interne, d'une nécessité intérieure. Intérieure au corps, hein. Attention. Je dis que nous agissons quand il se fait en nous, hors de nous, c'est de ça qu'il parle, c'est la définition 2 de la troisième partie. Quelque chose dont nous sommes cause adéquate, c'est-à-dire quand de notre nature il suit, en nous ou hors de nous, quelque chose qui peut se comprendre clairement et distinctement par elle seule. Et je dis au contraire que nous pâtissons, etc. Cette définition, au spectre sémantique assez large, est rarement référée au corps en tant que tel. Alors que la définition qui suit, la troisième, consacrée à l'affect, l'enveloppe de manière explicite. Si bien qu'un art du corps, entendu comme une expression active de sa fabrica, peut se comprendre comme une manière de modifier dans le corps ou en dehors de lui la puissance qui lui revient en propre. En rattachant la cause de l'activité artistique à l'appétit du corps, on comprend que les distinctions classiques entre arts libéraux et arts mécaniques, par exemple, deviennent tout à fait secondaires. C'est pourquoi Spinoza n'en parle pas. Les genres et les formes que les arts peuvent revêtir dépendent de l'histoire et des réalités socio-culturelles particulières. Les différentes manières de les classer et de les valoriser n'en suivent pas moins la façon que l'on a de se représenter les rapports entre l'esprit et le corps. C'est peut-être là la raison qui poussa Spinoza à produire des exemples d'œuvres d'art dans le contexte d'une discussion portant sur les rapports entre le corps et l'esprit. Cependant, en logeant les causes de l'art dans la puissance de fabrication du corps, on comprend aussi que les différents systèmes des arts soient voués à être perpétuellement remis en cause et comme dépassés par des pratiques corporelles émergentes. Celles-ci ne pouvant jamais être totalement soumises à l'idéologie de leur temps. Car seuls les corps actifs, seuls les corps à l'œuvre, sont par nature habilités à décider du devenir des arts, de ce que les arts doivent être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. Pas les critiques, c'est pas les directeurs de musée. Non, ce sont les corps œuvrants. L'accent mis sur le corps et sa puissance permet de comprendre la force d'émancipation qui se dégage des activités artistiques.
eu égard au canon et au modèle institutionnel, surtout si ces derniers ont tendance à enrayer l'autonomie du corps et de l'imagination. Le fameux problème de la règle et de l'exception à la règle. Or, l'effet libérateur des arts bénéficie d'abord au corps actif et à son imagination en premier lieu. Mais cela n'est envisageable que si on reconnaît dans la doctrine de Spinoza une certaine liberté à l'imagination. Et ça, c'est un des points qui a occupé la critique spinoziste pendant un certain temps. Vous vous souvenez, là je ne vais pas le lire, je vais aller plus vite parce qu'il faut qu'on avance. Et il y a ce fameux scoring de la proposition 17 de la deuxième partie de l'éthique qui se termine si cette faculté qu'a l'esprit d'imaginer était libre. Ah là, là-dessus, Guérou, tout le monde s'est écharpé pour dire qu'est-ce qu'il veut dire Spinoza, l'imagination n'est jamais libre, elle ne peut pas être libre, c'est une hypothèse par l'absurde. Non, ce n'est pas une hypothèse par l'absurde. Spinoza est en train de soutenir l'idée qu'il y a une positivité de l'imagination. Et dans ce sens vont tous les travaux qui ont été faits sur l'imagination depuis les Doug, c'est-à-dire depuis la fin des années 60. Je ne vois pas ni Henri Lau, ni Céline Hervé, ni moi-même soutenons que l'imagination est purement passive chez Spinoza, alors qu'effectivement c'est ce qu'il dit dans le traité de la réforme de l'entendement. Mais il le dit parce qu'il ne dispose pas d'une théorie du corps. Donc si vous me donnez ça, je peux vous le démontrer, si vous me donnez ça, vous m'accordez ça, je peux avancer plus vite, puisque on peut pas imaginer, concevoir que la question n'est plus celle de se libérer de l'imagination, chose aussi impossible qu'il est impossible de se libérer du corps une fois qu'il est là, mais éventuellement de libérer l'imagination, c'est-à-dire l'imagination active. Une libération non malgré l'imagination, mais bien par l'imagination. Si bien que la question du corps dans l'économie du salut est appelée à mûrir pour assumer une importance qu'elle ne pouvait pas avoir dans le registre cartésien du traité de la réforme de l'entendement. Dès lors, il ne sera plus envisageable d'imaginer l'imagination en la concevant simplement par défaut. Alors, je ne dis pas que ce texte de Scoli 17, deuxième partie, soit pas énigmatique, hein. Je l'interprète. Quoi qu'il en soit, ainsi relu, l'imagination a la possibilité de s'exercer non seulement de manière vive, comme dans le cas des prophètes, mais également active, comme c'est le cas de la génie artistique. Quelles que soient les formes produites par les corps actifs, compris en tant que pratique corporelle adéquate, on pourrait penser à la danse, par exemple, là réside d'abord dans la qualité d'une action qui transforme autant que faire se peut une passivité native en une activité, libérant une plus grande puissance, d'abord chez les individus qui en sont les auteurs, les artistes eux-mêmes, et puis pour tout le corps de la société. En transformant la tristesse en joie, ce travail du corps, moi je pense souvent par exemple à l'invention du blues, des chants des esclaves dans l'Amérique latine, qui a donné lieu au jazz, au samba, ce corps qui transforme la tristesse en joie, en dansant, en chantant. En transformant la tristesse en joie, par ses manières propres de fabriquer, ce travail du corps délimite un domaine dans lequel il se donne à lui-même les moyens d'un libre jeu. Mais attention, le libre jeu, ça fait penser à Kant. Pas du tout un libre jeu des facultés, ce qui reviendrait à assigner d'obscurs pouvoirs à une fantomatique âme agissante sur le corps. Non,
au libre jeu des lois corporelles qui constituent l'ingenium du corps actif. Ces lois étant largement méconnues, les notions de fabrica et d'ingenium ne gagnent rien à être rapprochées de la conception romantique du génie créateur. Le spinozisme n'incite vraiment pas à une esthétique de la création. Cette dernière, en effet, n'apporte rien à la connaissance des lois du corps à l'œuvre dans les productions artistiques. Au contraire, elle tend à les confondre dans les brumes d'un étonnement admiratif qui empêche de pénétrer les mécanismes et les techniques déployés par le corps. Au contraire, au lieu de faciliter l'accès à la connaissance des problèmes de l'art, la conception du génie, fille d'une attitude théologique d'émerveillement, rejoue le modèle précisément théologique selon lequel l'œuvre se ferait comme par miracle. Or, pour quitter cette posture admirative, il suffit simplement d'endosser la position de l'apprenti se mesurant aux lois corporelles de son art pour faire l'expérience de la réalité souvent bien plus prosaïque des processus artistiques. Avant même d'être jugé par ses résultats, en tant que production d'actions adéquates, l'art donc réside, au sens spinoziste, dans les modalités mêmes de l'agir du corps. Un agir qui travaille à transformer, je l'ai dit, la passivité en activité, la tristesse en joie, la difficulté en facilité, ars, qu'Elan dit artem, et qui, par ce que le corps met en œuvre, réalise à différents degrés ce que l'on pourrait appeler la vraie vie à laquelle le corps aspire. En ce sens, on peut dire que les arts répondent à un désir rationnel, au sens où toute action artistique serait l'expression immanente d'un désir consistant à faire passer le corps à une plus grande perfection. Donc, c'est idiot d'opposer art, comportement artistique et rationalité. Parce qu'au contraire, l'effort artistique, c'est un effort tout à fait rationnel. Il peut paraître parfois provocateur, dénué de soi, mais au contraire, il appartient tout à fait à la raison, du moins, si par raison on n'entend pas un principe, au sens de Kant, mais plutôt, ou une faculté, mais plutôt un certain désir. Pour Spinoza, la raison, c'est un désir, c'est pas un principe. En sortant les corps de leur passivité, les arts permettent ainsi de réaliser ce que Spinoza nomme parfois une vita vitalis. Et d'ailleurs, la variation entre vitalis et rationalis qu'on trouve dans le manuscrit du Vatican est assez intéressante à cet égard. Je... 5 minutes encore 7 minutes, oui, ou je coupe. Et pas plus. Il faut que je coupe. Alors. Non, mais on se fera les questions la prochaine fois. Non, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette question de la vraie vie. Au sens où, pour Spinoza, et là, ceux qui ont travaillé sur le traité politique le savent bien, pour le corps, survivre n'est pas vivre. Et dans le traité politique, chapitre 5, paragraphe 5, Spinoza montre bien que la circulation du sang et d'autres fonctions communes à tous les animaux ne sont pas une vertu véritable, ni la vraie vie, c'est-à-dire la vraie vie du corps. La vera vita du corps, individuel ou collectif, s'exprime ainsi et surtout par sa capacité à produire des formes vitales d'existence, à travers laquelle la vie puisse assumer des formes véritablement humaines. Quels qu'ils soient, les beaux comme les mécaniques, les majeurs comme les mineurs, les libres comme les appliqués, considérés du point de vue poétique, sans pour autant exclure le problème de la réception, tous les arts
peuvent être considérées comme les meilleures nourritures que le corps, que les corps, notamment humains, peuvent désirer pour développer et accroître leur puissance. Une nourriture dont on peut espérer, à défaut d'une résurrection, à laquelle Spinoza ne croyait pas, une véritable renaissance qui l'arrache à sa passivité, à sa faiblesse, à sa corruptibilité d'intime. Et c'est là que est venu à l'esprit le texte de l'Épître des Corinthiens, où Paul dit « Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts, on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité, on est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire, on est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. » Évidemment, chez Spinoza, la gloire, la force, la spiritualité dont parle Paul sont rendues à la nature, et plus précisément à celle du corps, à celle d'un corps glorifié. Alors, j'ai une dernière partie qui est la conclusion, mais qui, elle, est portée plus sur les conséquences d'une telle théorie des arts lue aujourd'hui, aux yeux de la philosophie de l'art aujourd'hui. Alors, si je vous m'en donnez l'occasion, je le fais, sinon on peut s'arrêter là. Alors, si les arts résultent des seules lois du corps, on ne peut pas leur faire philosophiquement porter la question de la vérité. Première chose. Ainsi qu'on a souvent voulu le faire dans le sillage, par exemple, de l'esthétique heideggerienne. Dieu sait si elle a été, elle a fait des victimes. La vérité et sa manifestation aurait fait remarquer Spinoza, s'il avait été parmi nous, ou en tout cas aux leçons d'Heidegger, concerne les idées, pas les corps. Les corps n'ont pas maille à partir avec la vérité. Ils s'en fichent d'elle. De même que l'adéquation d'une idée ne doit rien à la vérité de l'idée au sens extrinsèque, mais plutôt à la puissance de pensée qui s'exprime intrinsèquement. De même, on pourrait dire de l'art que son essence réside intrinsèquement dans la puissance du corps, comme expression de modification adéquate dérivant de ces lois. Donc vous voyez, je ne renonce pas à donner une définition de l'art au sens spinoziste, dans lequel l'imitation de la nature joue assurément un rôle historique de premier plan, et il serait imprudent de minimiser l'importance du désir du plaisir mimétique, comme le faisait Migny en disant Vossius. Mais en même temps, la doctrine de la mimésis ne peut avoir qu'une valeur extrinsèque quant aux figures que les actions du corps sont en droit d'assumer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la doctrine de la mimésis, si importante pour l'Occident, depuis Aristote, et qui revient en force après la crise des théories de l'art, reste aux yeux d'une lecture spinoziste une détermination historique. N'est pas suffisante, extrinsèque, n'est pas suffisante à nous dire ce qu'est la valeur art pour le corps. Puisque, au fond, il y a des productions artistiques qui n'ont rien à... ne répondent en rien à la théorie de la mimésis. Ainsi compris, alors les arts ne concernent ni la beauté, ni la vérité. Là, la question à laquelle ils répondent est bien celle de la liberté. Ils répondent en effet ce que le corps en tant que corps est concerné par la définition de la chose qu'il convient d'appeler libre, selon la célèbre définition 7 de la première partie de l'éthique. Autrement dit, les arts ne sont pas, du
compétence de l'esthétique, ça c'est une question révolue dans l'histoire des arts occidentaux, à mon sens, enfin, pas commun, mais appartiennent à la sphère de l'éthique. Et ça, je dois dire, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont compris depuis un certain temps. Les artistes l'ont compris avant les théoriciens, en règle générale. Si les hommes naissaient libres, en tant qu'ils le demeureraient, ils ne forgeraient aucune notion d'art. C'est moi qui dis ça en paraphrasant Spinoza. Si les hommes naissaient libres, en tant qu'ils le demeureraient, ils ne forgeraient aucune notion d'art. En effet, les œuvres d'art, dirait Spinoza, ne sont en soi ni vraies ni belles. Elles sont, comme il le dit de la musique, bonnes ou mauvaises, ou bien encore indifférentes. En ce cas, elles n'ont aucune valeur. C'est ici qu'il est possible de cerner l'un des aspects les plus contemporains de cette pensée. À une époque comme la nôtre où règne un relativisme et un scepticisme diffus quant aux possibilités de produire une définition, ne serait-ce minimale de l'art. Non parce que l'art est mort, comme on l'a dit, en répétant, sans comprendre d'ailleurs Hegel, mais plutôt parce que l'art a tendance, par essence, à excéder les représentations et les théories qu'on s'en fait. Une approche de type spinoziste permettrait de prendre en charge la crise que traverse l'esthétique contemporaine, mettant en distance les discours et les complaintes sur la fin ou la mort de l'art. Pis encore sur la corruption ou son asservissement aux lois du marché et de la finance globalisée. Elle permettrait surtout de séparer de manière critique art et philosophie, évitant tout assujettissement ou mise sous tutelle de l'art par la philosophie. Une telle séparation n'est pas de nature à les rendre l'une étrangère à l'autre, d'ailleurs, mais plutôt à les sauvegarder, chacune ou chacun, libre et souverain, dans son propre domaine, sans domination de l'un sur l'autre. De même que naguère, Spinoza sépara la théologie de la philosophie, les rendant indépendantes l'une de l'autre, et abolissant la concurrence millénaire qui avait animé l'histoire de la théologie depuis les spéculations platoniciennes. De même, le spinozisme, aujourd'hui, me semble en mesure d'offrir les instruments pour séparer l'esthétique, devenue entre-temps philosophie de l'art, de la philosophie, sans faire de gagnant ni de perdant. La philosophie n'a pas à soumettre la théologie, ni la théologie à se soumettre à la philosophie. De même, l'art n'a pas à être assujetti à la théorie ou à la philosophie, et encore moins la philosophie dite de l'art. Je le dis contre moi, parce que je fais des cours de philosophie de l'art. Et évidemment, je parle de tout sauf de ça. Sinon, bon, la question de l'essence de l'art, qui a tant inquiété la philosophie, et je termine, qui a tant inquiété la philosophie occidentale du 19e et 20e siècle, se trouve dès lors déplacée du lieu d'où souvent elle a été posée. C'est ça qui m'importe. Cette question, en effet, accompagne, comme son nom, c'est que la philosophie adresse à elle-même avec un enracinement profond dans notre tradition. Je parlais des dialogues de Platon qui s'élaborent comme une pratique de démarcation de la philosophie vis-à-vis de la sophistique, c'est-à-dire l'art du discours. Il s'agit de soumettre, comme vous savez, le sophiste, voire de chasser les artistes de la cité idéale. Tout comme la théologie, l'art a été tantôt l'autre de la philosophie, tantôt son analogone, comme pour les romantiques et leurs épigones. Au fond, l'art devenait l'idéal de la philosophie, la réalisation de ce que la philosophie n'arrivait pas à atteindre. Or, un penseur parmi les plus lucides de l'art de notre temps, je veux parler de Arthur Danto, faisait remarquer, très subtilement, comme la relation, je cite l'assujettissement philosophique de l'art, dans sa traduction en 1983. Il dit, la relation entre art et philosophie est ancienne et complexe. Il a raison.
Elle remonte au moins à Platon. Au point d'être obligé de reconnaître que, je le cite à nouveau, c'est Danto qui parle, sa subtilité est telle qu'elle transcende peut-être notre pouvoir de description analytique. Comme c'est le cas, attention, comme c'est le cas pour la relation entre le corps et l'esprit. Quand j'ai lu ça, il est loin d'être évident, ajoute Danto, qu'on puisse séparer l'art de la philosophie, puisque la substance de l'art est en partie constituée par ce qu'on croit philosophiquement qu'il est. Et là, on connaît la doctrine de Danto. Danto pointait cependant très clairement le problème dans sa généralité philosophique et historique. Il en appréciait même la difficulté interne à la philosophie. Et cependant, néo-hegelien qu'il était, très conséquent, il ne pouvait que voir la substance de l'art prise dans l'idée que la philosophie se fait d'elle. Plus encore, il mettait à jour la question sous-jacente à la difficulté, c'est-à-dire la relation entre le corps et l'esprit. Appréciée de ce point de vue idéaliste, cependant, celle-ci paraissait si subtile, si mince, Duchamp aurait dit inframince, qu'elle en devenait indiscernable. En même temps, il soulignait efficacement la tutelle exercée sur l'art par la philosophie, c'est-à-dire par l'idée philosophique que nous en avons, c'est-à-dire par une certaine idée de l'art. Idée de l'art. Autrement dit, une certaine idée, vous l'avez compris, de la relation correspond. C'est ça que Danto ne voit pas, alors qu'il le nomme. Là où Danto avait raison, c'est qu'une certaine idée de l'art ne peut être défaite que par une autre idée, celle-ci reposant en dernière instance sur une conception différente des rapports entre corps et esprit. C'est là que le spinozisme apparaît. Car c'est précisément ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, comment une pensée non esthétique, comme celle de Spinoza, encadrer les œuvres d'art dans la question fondamentale de la relation corps-esprit. En ce sens, aujourd'hui encore, le spinozisme offre une clé pour relire dans une perspective critique l'histoire de l'esthétique et la philosophie de l'art, comme expression d'une certaine idée des rapports corps-esprit. Elle permet notamment de sortir du dilemme dans lequel se débat la pensée contemporaine, partagée entre d'un côté une définition nominaliste de l'art, vous savez, et art, tout ce qu'on appelle art, qui est omnicompréhensible, qui finalement est assez pauvre, et d'autres qui, au contraire, tiennent absolument à une ontologie de l'œuvre d'art, une définition réelle. Il y a certains prix à payer, c'est le prix de l'histoire. Du côté de l'art, cela passe par une relativisation historique et culturelle de cette forme, qui pour Spinoza était évident. Et donc l'obsolète division en genre, en hiérarchisation des arts. Et du côté de la philosophie de l'art, qui importe ici, puisque c'est de la philosophie, cela implique une refondation de l'esthétique dans l'éthique. Évidemment. Ou de ce qu'il conviendrait d'appeler désormais une éthique du corps. De ce point de vue, le spinozisme contemporain, tout comme l'ancien, n'a aucun besoin de s'embarrasser d'une esthétique. Naguère impossible, aujourd'hui inutile. Dans la mesure où l'expérience artistique se trouve inscrite dans le projet éthique de la vie heureuse du corps. Ce que nous appelons art, et je termine vraiment, sont des pratiques corporelles individuelles ou collectives
grâce auxquels les corps s'efforcent de mettre en œuvre en eux ou hors d'eux pour mieux jouir de la part d'éternité qui leur revient. Si les gestes, actions et produits auxquels nous réservons le nom d'œuvres d'art n'ont rien d'éternel, mais sont toujours sujets à l'histoire mouvante de leur pratique, il ne reste que ce qui est fait avec art accroît la part éternelle du corps et donc aussi de l'esprit. Il y a un corps apte à un très grand nombre de choses, à un esprit dont la plus grande part est éternelle, dit Spinoza. Il appartient en effet à la nature de ce que nous appelons art, ce que le corps peut, en vertu de sa seule puissance. De même, et tout autant appartient-il à ce que Spinoza appelait la philosophie, de nous guider à la compréhension de la nature et de l'origine de la pensée, et de tout ce qui peut nous mener à la béatitude. C'est pourquoi il ne peut y avoir de vraie philosophie sans un art du corps et de l'imagination qui l'accompagne. Ensemble, ils constituent ce que nous appelons l'art du corps, ensemble, ils constituent ce que nous appelons l'art de vivre. Nul doute que l'éthique, par sa capacité à faciliter et aider la compréhension de ce qui est difficile et rare, fasse autant œuvre de philosophie qu'œuvre d'art. Je vous remercie. Si j'avais eu le temps, mais je ne l'ai pas, et techniquement je vous aurais montré précisément le travail sur la forme de l'éthique, pas les contenus, mais la représentation de l'éthique dans sa forme corporelle, qui n'est pas seulement celle du livre, et qui peut être aujourd'hui dépliée par ordinateur. On peut voir toutes les connexions qui constituent véritablement ce que Spinoza faisait sans doute la nuit pendant 15 ans. Voilà. Il faut qu'on prenne une décision, on peut discuter, on va partir, mais... Non, mais je suis bien conscient que, voilà, une fois que l'heure est passée, mais parce qu'on se donne quand même quelques minutes de discussion. Absolument. Parce que ceux qui ont des obligations, évidemment, ne sont pas enfermés, il n'y a pas de serrure, hein, mais on va quand même se donner, on va se donner quand même quelques petites minutes, si vous avez encore un peu de courage, et pas trop longtemps, parce que je crois qu'il faut aussi ranger le matériel, etc. Donc, voilà, d'abord merci beaucoup pour cette super conférence. Bon. Merci pour l'avoir rendu possible. Moi j'aurais 1000 questions à poser, mais je ne suis pas monopolisé. Je signale juste que j'ai apporté, et j'ai pas eu le temps de le faire passer, j'ai eu tort, ce livre-là, A Stone in Flight, enfin une pierre qui vole. C'est un livre écrit en hollandais aussi, de jeter, pas dire en hollandais, et donc qui est un livre sur c'est exploration artistique inspirée par Spinoza. Et donc, Theo van der Werf, qui est ici présent, a collaboré à cet ouvrage. Vous avez non seulement des portraits de Spinoza, mais aussi avec beaucoup de commentaires et des représentations justement de ce que vient d'évoquer Lorenzo, c'est-à-dire des représentations d'art contemporain inspirées, motivées par un travail sur l'éthique. C'est un très beau livre. Je peux vous le faire voir si vous voulez. Feuilletez-le rapidement, faites-le passer rapidement. Donc on se donne quelques minutes, mais pas trop. Donc je suis très content d'avoir ici Jean-Jacques Bourdin qui a écrit un très beau livre sur Duchamp. Il se trouve aussi qu'il y a un de mes camarades, collègues, je le connais peut-être à l'université de Tours, qui s'appelle Alain Séguy-Duclos, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Définir l'art, qui vient de rééditer, qui justement est en plein dans tes questions, c'est-à-dire que lui il soutient, sans pour autant faire de l'ontologie, qu'on peut définir l'art. Enfin bon, c'est un débat extrêmement intéressant, et ce que tu as dit était passionnant. Je te remercie beaucoup. Bon, alors simplement, si tout le monde dit ce qu'il a à dire, on en a pour 3 jours là. Alors Charles, vous n'allez pas vous empêcher. Non, je ne vais pas m'empêcher, mais enfin, jamais. Juste un tout petit peu. Non, ce qui était la seule question que j'aurais, mais alors, c'est une question qui est un petit peu massive, et ce qui fait que il faudrait que tu répondes pas vraiment, quoi. C'est que
En t'écoutant, je me souvenais, c'est une anecdote qu'on a vécue, enfin que tu n'as pas vécue, mais que moi j'ai vécue. À une certaine époque, quand on traduisait le traité politique de Spinoza avec un groupe de traducteurs, on était allé en résidence dans une espèce d'abbaye, enfin une abbaye ou une sorte de grand bâtiment conventuel en Bretagne, à l'initiative de Jacqueline Lagré, et là il y avait des artistes en résidence. Et donc, c'était un logement financé par la région de Bretagne, et les philosophes étaient un peu d'un côté, les artistes étaient de l'autre, et la rencontre a été extrêmement difficile. Parce que c'était des jeunes artistes modernes en résidence, qui faisaient des actions qui, nous semblaient simplement stupéfiantes. C'est-à-dire qu'ils clouaient des clous dans des planches, ils jetaient les plumes des oreillers dehors par la fenêtre, ils installaient des cages dans une clairière dans la forêt et les laissaient rouiller. On était comme des bourgeois de Flaubert, tu vois. C'est qu'on éclatait de rire à chaque fois qu'on passait devant leur truc. Et eux, on demandait des explications, mais c'est à peine si on les écoutait. Et eux, inversement, ils nous prenaient vraiment pour des incultes, pour des bouseux, pour des paysans, tu vois. Et vraiment, ça a été très très difficile. Et donc, je repensais à tout ce que tu dis sur le corps et l'esprit. Si on suppose que les artistes représentent le corps et les philosophes l'esprit, là, ça n'a pas... Il n'y a pas eu de parallélisme, il n'y a pas eu de rencontre, il y a eu vraiment une totale incompréhension. Alors cette petite anecdote, c'était juste pour lancer ma question, c'est-à-dire, je me suis demandé si au fond tu n'en avais pas un peu trop donné au corps. Parce que si on est spinoziste, enfin on ne doit pas faire de prééminence de l'esprit sur le corps, ok. Mais on ne doit pas, non plus, on ne devrait pas faire de prééminence du corps sur l'esprit. Ça devrait toujours travailler en intelligence. Alors ce qui fait que je me suis demandé un peu, à plusieurs moments, pourquoi tu voulais absolument que l'art soit une fonction du corps et pas de l'individu tout ensemble, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu n'as pas un peu surmatérialisé ou surcorporélisé l'art? Alors, merci de poser cette question. Alors, d'une part, je pense avoir répondu, mais c'était pas vraiment clair. Alors, d'abord la question textuelle. Je pense que textuellement, c'est ça que je oui, ça c'est vrai, c'était très fort. Alors, pourquoi on ne le relève pas, puisque textuellement, je pense qu'il est difficile de soutenir, à moins de dire que Spinoza c'est inévitable, en parlant du somnambulisme, etc. Mais si ce Scoli doit être lu comme cela, je pense que Scoli est plus clair que le Scoli sur le poète espagnol. Il y a beaucoup plus de débats sur le poète espagnol que sur ce Scoli. Mais si ce Scoli doit être lu pour ça, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on ne l'a pas relevé en disant, mais Spinoza pense que les œuvres d'art doivent s'expliquer selon les lois corporelles seulement. Visiblement, nous avons des résistances vis-à-vis de ces doctrines. Je pense que ces résistances tiennent à notre culture. Les raisons qu'il invoque sont en partie les mêmes chez nous. Ça demanderait des explications plus contemporaines, mais aussi, moi je ne ferai pas le faire, enfin il faudra le faire. Et la deuxième raison qui me pousse si tu veux, à mettre en avant cet aspect, c'est, je l'ai dit à la fin, c'est précisément pour libérer le travail de l'art de la théorie. Et je le sais parce que je vois les effets catastrophiques sur les pédagogies artistiques dans les écoles d'art ou dans les universités, où les artistes pendent aux lèvres des philosophes, attendent que le sens de l'art soit expliqué, le sens des œuvres soit expliqué par le philosophe, comme si leur propre pratique n'était pas suffisante pour fonder le sens de ce qu'ils font. Et ça donne des choses abnormes où on arrive à penser que l'œuvre d'art est une illustration du concept. Et donc le travail du corps est totalement asservi à un modèle psychique, pas théorique. Alors, simplement pour déconstruire tout cela, ça demande un effort énorme alors qu'il faudrait construire plutôt que déconstruire. Donc ça, c'est la raison polémique. Mais
ce travail polémique, je ne suis pas le seul à le faire, il y a même des philosophes, pas tous, mais qui se sont bien rendus compte de la problématique. Donc ça, c'est les deux raisons fondamentales qui me poussent à insister sur cette idée de ne pas passer de compromis là où Spinoza n'a pas en passé. Est-ce que ça répond? Oui, très bien. Bon. On va encore prendre une ou deux questions, mais pas tellement plus, parce que là, bon, sinon on va franchir les problèmes de... Mais ça soulève d'autres questions, ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, allez-y. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, je peux poser une question en 3 mots. Alors, est-ce que Duchamp était spinoziste? Parce que beaucoup de choses que vous avez dites, ils font écho. Dans le même temps, il y a chez lui une volonté de remettre au goût du jour la causa mentale qui est contradictoire. Enfin, c'est lui qui pose la question, est-ce qu'il existe des œuvres qui ne soient pas d'art, qui à travers le ready-made finalement s'impose à lui-même l'interdit de l'esthétique et du bon goût comme du mauvais goût, puis accessoirement de la peinture. Donc moi j'ai entendu beaucoup de choses qui faisaient écho et dans le même temps peut-être des éléments un peu de contradiction. Vous avez raison. Dans la position peut-être de Duchamp, pas forcément dans Non, Duchamp m'a beaucoup intéressé, j'ai même fait cours sur Duchamp pour essayer de... Puis la littérature, vous savez, on ne peut plus la maîtriser. J'ai contribué. Le livre de Romain, il est vraiment tout à fait remarquable. Alors, effectivement, je crois que la question de l'esthétique, que l'art ne relève plus de l'esthétique, doit beaucoup à Duchamp. C'est une banalité de... En même temps, Duchamp, vous l'avez très justement dit, se réclame de cette tradition des arts libéraux, ou plutôt de cette tradition d'artistes qui veulent faire de l'artiste un artiste libéral, la cosa mentale, qui remonte à Léonard. Et donc on a une ambiguïté. Une ambiguïté qui a beaucoup fait pour... je savais que vous alliez me poser cette question. Une ambiguïté qui a beaucoup fait pour fonder l'art conceptuel, évidemment. Mais la question que vous me posez, est-ce que Duchamp était spinoziste? Alors, je ne crois pas. Il ne le cite jamais. Non, il n'a probablement pas lu. Il l'a probablement pas lu. Il était pris par d'autres questions. Donc la réponse serait non. En revanche, que Spinoza a été lu à son époque, oui, j'explique Kandinsky, il y a d'autres auteurs, ça pouvait circuler sous une forme ou sous une autre, notamment à travers la tradition allemande, où Spinoza était très, très vivant, la tradition allemande, le Tienne. Donc la réponse est non. Mais la question est plus intéressante que la réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de... on va dire les choses comme ça. Quelle est la part du corps dans des opérations comme le ready-made ou des opérations à la Kossuth ou des choses de ce genre. Alors, ce que je voulais dire, alors c'est pas pour ne pas répondre, c'est ce que je voudrais dire, c'est que je solidarise avec beaucoup de théoriciens de l'art, c'est-à-dire que je ne veux absolument pas faire penser l'art d'un point de vue axiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas de mon ressort, moi, en tant que philosophe, en tant qu'artiste, oui, mais en tant que philosophe, ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas. Et je pense que la question de savoir qu'est-ce qui est de l'art est totalement dépassée. Ce n'est plus un problème philosophique. Et là-dessus, j'ai répondu, c'est les artistes qui décident. Point. C'est eux qui font l'histoire. C'est pas ni les critiques, ni les directeurs de musée, quoi que ce soit. Après, ça peut se passer autrement. Mais ça relève de la sociologie, ça ne relève plus ni de la philosophie ni de l'art. Donc, loin de moi, donc je ne vous répondrai pas sur ce... par exemple, je ne dirais pas l'art conceptuel n'est pas de l'art. Ça, c'est totalement déplacé. Et en plus, je pense que c'est de l'art. La question ne se pose pas.
Donc, loin de moi le jugement de valeur. Je peux donner des jugements sur la valeur qu'on prête à l'art, mais pas sur ce qui serait digne a priori d'être appelé art ou pas. Ça, je trouve que c'est incorrect, totalement anti-philosophique et anti-artistique. En revanche, en tant qu'artiste, ça, j'ai le droit de dire ça m'intéresse, ça. Une dernière peut-être? Ah, Mario Donoso. Et merci beaucoup. J'aimerais bien que vous parliez un peu sur une question que vous avez touchée au début. C'est sur l'art animal ou l'art qui peut être produit pour n'importe quel individu, puisqu'il n'y a pas de différence dans ce cas-là. Et vous avez donné un exemple qui n'est pas spinoziste, mais qui est très intéressant, qui est celle des oiseaux, qui peut chanter, mais sans avoir forcément un besoin de persévérer par les chants. Ouais. Alors, c'est compliqué là. Oui, c'est pour ça que je veux qu'il vous parle. Alors, comment pourrait-on concevoir un art animal ou un art qui n'est pas forcément humain, qui n'entrait pas peut-être dans le cadre de la persévération et de l'amélioration, qui juste est pour faire beau, juste pour qui n'est pas lié peut-être à la vie ou à l'amélioration du corps. Je ne sais pas si vous savez quelques éléments. Oui, c'est pas la perspective que j'ai prise. Hein. Après qu'il y ait, j'ai juste évoqué les travaux de Michel Kreutzer. Là, on rentre dans le problème de l'éthologie animale qui, à mon sens, n'est pas vraiment l'objet de la conférence, mais j'avais juste dit qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on s'occupe de l'art dans le domaine de l'éthologie animale qu'on est pour cela spinoziste. Parce que ce que vous venez de décrire là, c'est-à-dire une perspective esthétique qui ne relèverait pas de la conservation dans l'être, n'est pas une perspective spinoziste. Mais alors, comment pourrait-on penser un art qui ne soit pas humain, si l'art c'est quelque chose qui produit un corps, et qui a un corps humanciste pour s'améliorer? Alors, comment pourrait-on faire un art animal? Je dis animal parce que c'est le sens les plus simples. Je ne sais pas, c'est la question, parce que quelle était la manière, quelle était la technique animale pour persévérer et en plus faire beau? Parce que nous, on persévère de beaucoup de façons, on ne persévère pas forcément en train de faire application. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse au sens où, encore une fois, vous posez le problème en termes axiologiques, c'est-à-dire, en gros, l'idée c'est les techniques animales ne sont pas de l'art. C'est ça qui est sous-jacent. Mais je pense que ça, on le dit au nom d'une théorie de l'art. On ne le dit pas. C'est une proposition seconde. La perspective que j'essayais de défendre était une perspective plutôt continuiste, c'est-à-dire, alors, continuiste, Spinoza parle de degrés de puissance, n'est-ce pas? C'est dans ce sens que je parle d'un animal, mais je ne suis pas sûr qu'on en parle aujourd'hui dans ce sens-là, parce que si on veut faire de l'art animal un concept qui, par exemple, sorte des canaux darwiniens, ou soit des protestations contre le darwinisme, pas sûr que ce soit convaincant. D'ailleurs, Spinoza le disait lui-même, hein, ce qui plaît aux yeux, ce qui contribue à notre santé, je l'appelle beau. La chose est pliée. L'esthétique n'est pas une fonction gratuite. Le beau, ce qu'on appelle beau, nous produit un effet en termes de santé du corps, en termes de puissance. Donc nous avons intérêt à le produire. Mais voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et j'aurais des choses à dire, on va peut-être se les dire à table, parce qu'en plus, chez Darwin a beaucoup parlé de l'art des animaux, dans la descendance de l'homme, et c'est un sujet bien intéressant, mais là-dessus, j'ai des tas de théories tout particulières, mais je crois qu'on doit, malheureusement, je suis désolé, il y a sûrement des questions frustrées, et c'est de notre faute, parce qu'on a commencé en retard, et c'est pas entièrement de notre faute non plus, parce qu'il y a toujours des problèmes de matériel qui sont jamais tout à fait résolus à Paris 8. Donc bon, la responsabilité est un tout petit peu diluée, mais les faits sont là.
Donc, on doit quitter la salle si on veut se donner une chance de ranger le matériel et de partir avant que la fac se ferme. Donc, merci beaucoup encore une fois.